Comme l'a dit Jack Kornfield, psychologue et enseignant américain en méditation, un esprit sain respire avec aisance. Cette phrase, à la fois simple et essentielle, rappelle une vérité que nous avons oubliée. Notre souffle est le miroir direct de notre état intérieur. Pourtant, dans un monde où tout s'accélère, nous avons désappris à respirer. Et ce dérèglement silencieux affecte tout. Concentration, sommeil, digestion, régulation émotionnelle. Or, la respiration est bien plus qu'un réflexe. C'est le socle de notre physiologie. Reprendre le contrôle de son souffle, c'est reprendre le contrôle de son énergie et parfois de sa vie. Dans cet épisode, nous allons explorer comment la respiration agit sur nos systèmes internes et notre stabilité émotionnelle, en quoi elle peut devenir un levier de performance, de récupération et de clarté mentale, et comment retrouver un souffle juste au service du corps, du cerveau et de la santé globale. Pour en parler, nous avons la chance d'accueillir Stéphane Jansson. Avec lui, nous allons explorer la respiration comme un outil d'autorégulation, d'ancrage et de performance durable, et comprendre enfin ce que signifie au sens le plus littéral reprendre son souffle. Stéphane, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Je suis ravi. Tu es fondateur de la Breathing Academy, première école française entièrement dédiée à la respiration. À travers cette structure, tu formes particuliers, athlètes et professionnels de santé à redécouvrir le souffle, non comme un réflexe automatique, mais comme un outil essentiel de régulation et de vitalité. Avant de te consacrer pleinement à cette mission, tu as eu plusieurs vies, et notamment celle de triathlète de haut niveau. Cette expérience du corps et de l'effort t'a permis d'observer de manière très concrète comment la qualité du souffle influence la performance, la récupération et la gestion du stress. Cette prise de conscience est devenue le fil conducteur de ton parcours et le socle de ton travail actuel. Avec la Breathing Academy, tu as créé un véritable laboratoire d'apprentissage et d'expérimentation où chacun peut explorer la respiration sous toutes ses formes, physiologiques, émotionnelles et cognitives. Ta pédagogie à la fois rigoureuse et incarnée invite à rétablir un lien conscient entre le souffle, le système nerveux et l'équilibre intérieur. Tu es également l'auteur de l'ouvrage La respiration, bien plus qu'une pratique essentielle, paru en 2022 aux éditions du Dauphin, dans lequel tu transmets cette vision globale, replacer le souffle au centre de la santé, de la performance et du bien-être. Conférencier et formateur, tu interviens régulièrement dans les médias et les entreprises pour partager cette conviction. Une respiration juste, c'est un esprit plus clair, un corps plus stable et une énergie mieux canalisée. Et c'est précisément pour cette approche à la fois pédagogique, éclairante et profondément humaine que nous sommes ravis de t'accueillir aujourd'hui, parce que tu nous rappelles que respirer, ce n'est pas seulement vivre, c'est apprendre à se réguler, à se recentrer et à mieux habiter son corps et son esprit. Encore merci d'être avec nous aujourd'hui. D'abord, on va commencer par notre question phare du podcast. Comment est-ce que tu pourrais définir la performance ? La performance, pour moi, c'est explorer son potentiel. Ça a toujours été mon moteur dans le sport, de dire, voilà, on a un patrimoine génétique, on a des capacités, et d'essayer d'en tirer le meilleur. Voilà. Donc délivrer le meilleur de soi, c'est pour moi la performance. Et qu'est-ce qui t'anime ? Quelle est ta mission de vie ? Alors, mission de vie, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui me plaît énormément, c'est la physiologie, c'est la compréhension du corps. J'aurais adoré pouvoir faire des études de physiologie. Mes parents ont décidé autrement. Ils m'ont conseillé de suivre la voie royale, la voie scientifique. Alors, ce que je regrette pas, je m'en sers aujourd'hui, mais j'aurais aimé, oui, avoir les connaissances que je découvre aujourd'hui, en explorant le corps sous différents axes. Donc ça, c'est passionnant, ça m'anime au quotidien. Et en même temps, il y a cette notion aussi de transmission, qui est vraiment un axe prioritaire. J'aime beaucoup la phrase de Richard Bach qui dit « On enseigne le mieux ce qu'on a besoin d'apprendre ». Je pense que j'ai eu besoin et j'ai toujours besoin d'apprendre la physiologie, de comprendre. C'est un peu un processus essai-erreur
permanent. Et en même temps, quand je découvre ou que je redécouvre quelque chose, j'ai envie de le transmettre pour que ça soit utile. Alors, on va sauter à pieds joints dans le vif du sujet. Cher Stéphane, on va commencer par te demander qu'est-ce que finalement bien respirer signifie vraiment? Alors, c'est difficile de répondre à cette question comme ça parce que ça va dépendre un petit peu de la finalité. Bien respirer, quand, pour qui, pourquoi faire. La respiration d'un nageur de 50 mètres nage libre, c'est pas la même la respiration qu'un chanteur, par exemple, ou qu'une personne qui est en train de traiter des emails à son bureau. Pour autant, chaque situation va avoir une respiration adéquate par rapport aux besoins du corps, aux besoins du mental, aux besoins émotionnels. Et donc c'est plus pour moi l'idée c'est ce qui m'a animé dans l'école, c'est d'explorer encore une fois ce potentiel respiratoire. On a 10 000 façons de combiner la respiration, d'agir sur des structures différentes, avec des amplitudes différentes, avec des rythmes différents. Et très souvent, ce que j'observe en cabinet ou dans les formations, c'est que les gens sont un peu bloqués dans un seul schéma respiratoire, avec l'impossibilité d'en ressortir parce que on a oublié ce potentiel par manque de stimulation ou de sollicitation de ce potentiel. Donc c'est retrouver le chemin vers les possibles de la respiration et ensuite pouvoir les appliquer en fonction des besoins. Et justement, en fait, on pense souvent, quand on va discuter avec les gens, que la respiration va de soi. Et c'est vraiment cette différence de dire, on parle pas forcément de respiration automatique, mais une vraie respiration profonde. Et tu parlais donc de ton expérience. Quelles sont les erreurs les plus courantes que tu vois justement dans la respiration des uns et des autres? C'est intéressant ce que tu disais juste avant, c'est qu'il y a effectivement une respiration automatique qui nous occupe quand même, 90-95% du temps. C'est 20 000 respirations par jour. Heureusement qu'on n'a pas à penser consciemment à respirer à chaque fois. Donc, dans cette conception-là, sur cette respiration inconsciente, on ne peut pas vraiment parler d'erreur, on peut parler de maladaptation ou désadaptation ou modification de la respiration telle qu'elle devrait être. Et en fait, justement parce qu'on est soumis à un environnement, à des éléments stresseurs, internes, externes, à des émotions particulières, à des postures particulières. Le corps se débrouille un petit peu comme il peut, et à force de répétition, sur des années, réintègre un nouveau schéma, un petit peu moins vertueux que le schéma initial. Et dans ce sens-là, la respiration manque un petit peu à son devoir de répondre aux besoins. Donc ce qu'on observe en général, on va dire le plus souvent, c'est une perte de la respiration diaphragmatique. Ça, c'est déjà la priorité. La respiration se déplace vers la cage thoracique et du coup, elle s'accélère. Et très souvent, ça s'accompagne d'une respiration aussi buccale au lieu d'être nasale. Donc ces axes-là sont prioritaires dans le réapprentissage de la respiration, de manière à ce que ça se réintègre dans un schéma inconscient. Et alors du coup, quand on est nouveau-né, on a par définition une respiration optimale, si on n'a pas de problème physiologique particulier. Disons que la respiration du nouveau-né, elle est plutôt juste en réalité par rapport à ses besoins du moment. En général, il est allongé sur le dos et on observe le ventre qui bouge, on observe la partie nasale qui s'active. Et puis forcément, la respiration est un peu rapide parce que les poumons sont tout petits. Mais pour l'instant, c'est vertueux. Il respire plus par le nez? Oui, en général. En plus, parce que notamment pour téter, exactement. C'est pour ça qu'ils ont le nez un peu épaté. J'avais appris ça à la maternité et je me dis, tiens, c'est étonnant, mais c'est bien fait. Oui, et par rapport au ventre, juste pour les enfants, j'avais lu aussi que à partir de l'âge de 10-12 ans, ils avaient conscience du regard de l'autre et comme c'est pas très bien vu d'avoir le ventre qui sort, justement, cette respiration faisait en sorte que de conserver le ventre plat. Et donc, on n'avait plus une respiration pleine à partir de là, pour des raisons qui n'avaient rien de physiologique, mais étaient juste du regard des autres. Ouais, on va bloquer le ventre, cette injonction du ventre plat qui commence très tôt. Il y a aussi, vers ces âges-là, des postures assises longues qui sont installées à l'école. On est
bon élève quand on est assis pendant 8 heures par jour. Et puis on commence aussi à avoir un petit peu de stress, de mobilisation, parce qu'on est noté, on est observé, on est jugé. Et puis on est aussi soumis à des images, à des applications, à des films qui viennent chercher notre système nerveux et qui viennent du coup impacter notre respiration. Tu l'as dit tout à l'heure, on respire environ 20 000 fois par jour. Alors ça, c'est si on ne fait pas de triathlon, évidemment. Oui, ça va être un petit peu plus. On n'y prête pas attention la plupart du temps. Pourquoi est-ce que c'est devenu si crucial aujourd'hui de réapprendre à respirer ? Quelles sont les raisons derrière ? Alors, je pense qu'on a été loin dans le dysfonctionnement du corps. La sédentarité, l'immobilité au quotidien, plus les stimulations extérieures qui sont proposées à un corps qui n'est plus en capacité d'adaptation. Donc j'ai plus de système de régulation efficace. Et la respiration, c'est presque le premier élément physiologique, physique, qui est impacté par la tentative de notre système de rétablir un équilibre. Donc forcément que ce schéma respiratoire se modifie chez la plupart d'entre nous. Et étant donné qu'on a du mal à s'arrêter, qu'on a du mal à inverser la tendance à l'accélération, se retrouver la conscience du corps, se retrouver dans la possibilité justement d'influencer positivement notre physiologie, ça passe par la respiration et c'est tellement simple parce que c'est tellement central. Et justement, comment ça impacte directement les différents systèmes ? Est-ce que tu pourrais donner des petits exemples Oui, chacun des systèmes ? Déjà de prendre conscience que la respiration est centrale dans le corps. On parle des poumons, bien sûr, mais on parle surtout du diaphragme, qui occupe une place prépondérante dans le buste. C'est vraiment, je coupe le buste en deux. Et cette place du diaphragme dans le corps, elle nous permet d'observer les liens que l'on peut faire avec la respiration ou la ventilation et le reste de la physiologie. Excuse-moi, est-ce qu'on peut faire une petite pause pour nos auditeurs, expliquer vraiment ce que c'est que le diaphragme ? Oui, bien sûr. Donc le diaphragme, c'est un muscle, déjà. Parce que les poumons sont des tissus inertes. Si je veux gonfler un poumon, il va falloir que j'exerce une force à l'extérieur des poumons, par l'intermédiaire des muscles de la respiration qui vont se trouver au niveau du thorax, des côtes, les muscles intercostaux, qui vont se trouver au niveau du cou pour la partie haute du thorax et qui vont se trouver justement à la place du diaphragme, donc le diaphragme, qui va lui aussi pouvoir étirer mécaniquement les poumons pour augmenter leur volume et faire rentrer l'air s'agissant de l'inspiration. Donc le diaphragme, c'est un muscle, donc comme tous les muscles, il se contracte et il se relâche. Il coupe le buste en deux, donc il est attaché au grille costale, donc aux côtes, et il a la particularité aussi de s'attacher sur la colonne vertébrale, et de manière assez importante, puisqu'il va toucher 4 ou 5 vertèbres, au niveau lombaire notamment. D'où le lien, parfois on parlait des systèmes, des mal de dos, parce que les gens respirent mal. Oui, bien sûr, ou parce que mon diaphragme est déconditionné, ou qu'il est tendu, et donc je vais avoir des tractions inutiles. Mais le diaphragme, du coup, dans cette position centrale, il est au milieu de deux systèmes. Un système pneumatique, donc le poumon, et entre les poumons, on a le cœur. Autour du cœur, on a le péricarde, donc on est déjà dans la zone cardio-respiratoire. Et ce système cardio-respiratoire va vivre en fonction des mouvements du diaphragme au bas. Le diaphragme, quand il se contracte, il s'abaisse, il s'aplatit, et quand il se relâche, grâce à l'aide des abdominaux, va remonter dans le buste, dans le thorax. Et en dessous du diaphragme, on va retrouver l'ensemble des viscères. Le foie, l'estomac pour les plus importants, mais aussi toute la partie intestinale, intestin grêle, gros intestin. Les reins, qui vont voyager aussi toute la journée grâce au mouvement rythmé du diaphragme. Mais c'est pas tout, parce que dans le corps, tout est lié. Et ce caisson, qu'on pourrait dire hydrique, donc viscéral, il est aussi en connexion avec une structure beaucoup plus basse, qu'on appelle le plancher pelvien ou le périnée, qui va lui aussi vivre en fonction de la respiration. Et au-dessus des poumons, de la sphère cardio-respiratoire, je vais avoir toute la partie laryngée, buccale, on dit oro-myofaciale. Ça veut dire que ces trois zones
diaphragme, plancher pelvien, zone oro-myofaciale, vont vivre, osciller en même temps que le diaphragme. Donc toutes ces structures sont touchées. Elles sont mises en mouvement, elles sont impactées. Et bien sûr, j'ai même pas encore parlé de l'oxygénation, parce que c'est quand même un des objectifs de la respiration. Mais on voit très clairement que si le mouvement du diaphragme impacte les organes de la digestion, impacte la sphère du périnée, plancher pelvien, donc toute la zone sexuelle, de reproduction pour l'homme et la femme, et puis impacte aussi toute la zone oro-myofaciale, donc ça va toucher le palais, la dentition, la forme du nez, la forme du visage, la position de la langue. Et puis ça va toucher la sphère vasculaire, la sphère lymphatique, la sphère nerveuse. Et puis on pourrait même aller jusqu'à dire qu'on a une oscillation dans le cerveau aussi. On a un élément qu'on appelle la faue du cerveau qui vit aussi au rythme de la respiration. Donc c'est ce qui m'a passionné dans ce sujet. Comme je disais en introduction, moi la physiologie m'a toujours passionné. Quand j'étais athlète, je travaillais avec mon entraîneur qui est aussi mon meilleur ami pour comprendre ce que je faisais, pourquoi je le faisais, ce qui se passait dans le corps quand je faisais telle chose et telle chose. Et aujourd'hui, j'ai découvert un sujet majeur qui a l'air tellement simple. D'ailleurs, une partie de mon travail, c'est d'être avec vous aussi aujourd'hui pour évangéliser le propos. Mais c'est tellement simple, mais ça rayonne tellement loin, en réalité. Voilà. Et justement, d'un point de vue physiologique, on a commencé à en parler, mais que se passe-t-il quand la respiration se dérègle complètement ? Et quand elle devient trop rapide, trop haute, trop buccale, voilà. Est-ce qu'on peut expliquer ces différents dérèglements ? Parce que finalement, comme on ne sait pas forcément ce qui est bien respirer, on ne sait pas non plus ce qui caractérise une mauvaise respiration. Oui, bien sûr. Alors, ça va être très complexe et très exhaustif. Je vais prendre des exemples bien parce sûr. Que rien que de dire qu'on a changer la respiration nasale pour une respiration buccale, ça va déjà avoir des impacts majeurs un petit peu partout. La quantité d'air que je vais inspirer par la bouche va être très très importante, très rapide. Et paradoxalement, c'est pas la meilleure stratégie pour bien remplir les poumons. Déjà. C'est ça qui est fou. Franchement, c'est assez récent moi que j'ai appris ça. C'est de la mécanique des fluides. Mais alors attends, j'ai une question. T'arrives à courir en ayant la bouche fermée ou pas, en respirant? Oui, t'y arrives. Il y a toute une stratégie à réinstaller la respiration nasale dans l'activité physique. Hors natation, où on est dans l'eau et c'est beaucoup plus compliqué, mais tout ce qui est à l'air libre, je vais pouvoir privilégier cette respiration nasale jusqu'à une certaine allure. Forcément qu'à un moment donné, mes besoins ventilatoires, à la fois pour gérer la production de dioxyde de carbone dans le corps, parce que mes muscles travaillent beaucoup, à la fois pour apporter suffisamment d'oxygène dans ma circulation sanguine, je vais devoir passer en buccal. Mais je peux vraiment m'entraîner avec énormément de bénéfices à respirer en nasal quand je fais du sport. Et en plus, c'est ce qui permet de filtrer. En fait, la cloison nasale est un véritable filtre aussi pour toute la pollution exogène. Oui, il y a à peu près une trentaine de fonctions, de bénéfices à respirer par le nez. C'est un docteur qui s'appelle Dr Cotel qui a énormément travaillé sur toute cette zone-là. Et sur la zone de filtrage, tu as raison, c'est la première barrière de l'immunité, c'est la partie nasale. Pas oublier, dans la représentation qu'on peut avoir de cette physiologie, c'est que l'air que l'on inspire, il est acheminé par un système de tuyauterie, c'est de la plomberie, l'arbre bronchique, donc c'est des tuyaux qui peuvent aller jusqu'à un diamètre, une surface de l'ordre de la pièce de 2 €, donc c'est des conduits quand même suffisamment larges, et que cet air va directement dans les poumons, donc dans l'intérieur de notre corps, dans un tissu relativement vulnérable. Donc, toutes les pollutions extérieures ont nécessité d'être filtrées, et seul le nez le permet, la bouche ne va pas le permettre. Mais aussi humidifié. Le poumon est un environnement qui aime l'humidité pour une bonne diffusion des gaz de la respiration. Donc, grâce au nez, grâce au débit fin que je peux avoir par rapport à la bouche, grâce aux muqueuses au niveau nasal, grâce au mucus qui est produit aussi dans la sphère nasale, je vais pouvoir humidifier
l'air que j'inspire. Mais c'est pas tout, je vais aussi pouvoir récupérer l'humidité de l'air que j'expire pour pouvoir humidifier la prochaine inspiration. Donc j'aurais tort de m'en priver. Puis là, on est en automne, donc il va bientôt faire froid dehors, et là, je vais avoir besoin aussi de tempérer l'air que j'inspire. Et par la bouche, c'est beaucoup plus complexe parce que j'ai une grosse quantité d'air qui arrive, alors que par le nez, il y a des structures qu'on appelle les cornets qui permettent à l'air d'être en contact de manière plus fine avec les muqueuses, de manière à très vite se réchauffer. Entre le début du nez et la fin de la cavité nasale, on va récupérer entre 6 et 8 degrés. Ah oui, ça va vite. C'est beaucoup. Ouais, c'est énorme. Okay. Donc en hiver, il faut fermer la bouche. Ouais, exact. Et est-ce qu'on peut prendre par exemple deux cas qui vont parler à nos auditeurs, auditrices facilement, par exemple le sommeil et la digestion? Est-ce qu'on peut dire en quoi, justement, ce qu'on vient d'expliquer, une mauvaise respiration et notamment une respiration buccale pourrait avoir un impact direct sur notre sommeil ou sur notre digestion? Alors sur le sommeil, toujours la même chose. Pendant la nuit, c'est bien que je puisse préserver ma respiration nasale, qui va réguler le flux, qui va filtrer l'air, conditionner l'air. Et donc si je me réveille avec la bouche sèche le matin, c'est que visiblement j'ai pas respiré trop par le nez. Et puis aussi parce que ça va contribuer à maintenir le rythme ventilatoire. Voilà, c'est un rythme qui doit m'aider aussi à l'endormissement, donc je peux ralentir mon souffle pour m'endormir, je peux apaiser mon système nerveux pour m'endormir. Il y a d'autres éléments ensuite un petit peu plus complexes, mais on a un phénomène qu'on appelle le cycle nasal dans le nez, c'est-à-dire qu'alternativement, on a plutôt une narine qui va être congestionnée ou pas, et les écrits expliquent que c'est aussi une manière de gérer le mouvement pendant la nuit. Je vais me retourner ou pas en fonction de la narine qui est ouverte ou fermée. Pour la digestion, il y a un élément primordial, c'est la mécanique. La mécanique, c'est difficile de penser à une bonne digestion si je n'aide pas les organes de la digestion à gérer le bol alimentaire, que ce soit dans l'estomac ou dans les intestins, grâce à son mouvement. C'est-à-dire que le diaphragme, en respirant, permet de masser les organes digestifs et de aussi les aider dans le péristaltisme. Exactement. Et l'avancée du bol alimentaire. Il met en mouvement, il met en pression. Donc je vais à la fois pouvoir aider le brassage au niveau de l'estomac, même s'il y a un mouvement intrinsèque, mais aussi je vais aussi aider à la diffusion dans la partie intestinale et à la perfusion même sanguine. Non, parce que grâce à la pression qui est intra-abdominale, j'ai un effet comme ça d'amélioration de cette circulation. J'ai aussi un rythme particulier grâce à ma respiration, parce que la digestion est favorisée dans une situation qu'on appelle le système nerveux parasympathique, qui est une des branches du système nerveux autonome, et j'ai besoin d'un apaisement général du corps et de l'esprit pour pouvoir solliciter de manière efficace l'ensemble de la sphère digestive. Donc, réguler ma respiration avant un repas, ça peut être un bon moyen d'atterrir dans la juste zone pour justement activer cette sphère et profiter pleinement des bons aliments que j'ingère et que j'ai bien mastiqué et que j'ai bien salivé avant. Exactement. Et donc pas manger en 4e vitesse sans respirer en apnée, là c'est une explication physiologique directe. C'est manger pas en juste conscience. Voilà. Ouais, manger en conscience, c'est vrai que ça on le répète beaucoup et c'est absolument clé. Est-ce qu'on peut juste indiquer en quoi les apnées du sommeil et tous les troubles ORL ont un impact direct sur la respiration et donc sur la qualité du sommeil, y compris sur les cycles du sommeil? Oui, il y a énormément de choses à dire là aussi, parce qu'on traite de la sphère oro-myofaciale, donc il y a tout un travail à faire aussi sur la rééducation de la langue. Il y a énormément de kinés aujourd'hui et de praticiens qui se spécialisent dans cette zone pour réapprendre à justement tonifier ce muscle de la langue, le placer correctement, c'est-à-dire au niveau du palais, contre les incisives du haut. Il y a tellement d'occasions pour que cette posture-là soit changée. Et puis s'assurer du bon rythme respiratoire pendant la nuit, c'est aussi s'assurer qu'on n'a pas d'interruption du cycle de sommeil. Voilà. Pendant la nuit, on va produire
une hormone antidiurétique qui est prévue par la nature de manière à ce qu'on n'ait pas envie d'aller uriner, par exemple. Ça, seulement si notre respiration est plutôt nasale, plutôt régulière. Et sinon, je vais devoir me lever. Voilà. Donc si vous vous levez autour des 2h, 3h du matin, ça peut être un bon signe de réfléchir à quelle stratégie. Ça peut être la posture dans le lit, ça peut être s'assurer qu'on a un environnement aussi tempéré pour bien dormir, pas trop chaud, bien ventilé. Bien ventilé, c'est important parce que si on est dans un environnement confiné, avec son partenaire, on est 2 personnes dans une petite pièce qui ventilent et qui crachent du CO2, le CO2 va être à un moment donné un peu trop présent dans la salle et puis dérégler la respiration de manière nocturne et possiblement nous amener à respirer de manière buccale un petit peu plus rapidement, un petit peu plus haut dans la poitrine et peut-être créer un réveil qui va perturber notre sommeil. Attends, j'avais pas fait j'étais pas consciente du lien entre le facteur antidiurétique, et la respiration et la qualité de la respiration, ce qui fait que ça provoque des réveils pour aller aux toilettes. Bien sûr. Mais ça, j'avais jamais au départ, réalisé. On a eu la chance d'interviewer dans notre podcast un médecin chirurgien ORL qui nous a transmis cette information. Moi, je l'avais pas non plus. Et en fait, c'est magique. La nature a prévu qu'on puisse se reposer pleinement, sans interruption. Et donc, si interruption il y a, c'est qu'il y a un phénomène qui s'est déréglé et qui fait qu'on est plus à même d'avoir une continuité dans notre sommeil. Mais ça veut dire que c'est peut-être pour ça, ça participe au fait que quand on vieillit, on a souvent une respiration moins efficiente, pour plein de raisons différentes, et du coup, on se lève plus la nuit, notamment pour aller aux toilettes. Exact. Je comprends pas le mot vieillir, personnellement. Non, mais alors moi, je dois dire que depuis que je suis petite, je vais au moins 2-3 fois aux toilettes. Oui, Donc, en fait, moi, je pensais d'abord à ça. Moi, je dois déjà avoir un souci à la base. Mais non, en fait, ça me fait faire plein de liens. C'est hyper intéressant. Est-ce que tu recommandes les espèces d'aimants qu'on met là au-dessus du nez et qui ouvrent les narines? Oui, je recommande ça vraiment. D'ailleurs, je les utilise moi aussi. J'ai une valve nasale, c'est ce qu'on appelle. C'est comme ça qu'on appelle ce phénomène. Donc, si j'inspire fort, j'ai mes ailes du nez qui se collent. La raison est que mon petit cartilage triangulaire qui est au niveau du nez est peut-être trop fin. Et du coup, le conduit d'air ne permet pas une accélération du flux. Donc ça peut être intéressant dans ce cadre-là, mais ça peut être aussi intéressant quand vous souffrez de congestion nasale, pour vous assurer juste que le flux est normal et suffisant pour la partie nocturne. Donc on trouve plein de systèmes, hein. Vous avez les petits clips qu'on met dans les narines pour écarter les ailes du nez, et puis un petit peu plus avant au niveau du nez, ou comme tu dis, les tapes, les petits éléments aimantés. Il y a plein de systèmes qui existent, mais oui, c'est vraiment génial. La nuit, pendant le sport. Oui, c'est vrai, pendant le sport aussi. Et est-ce que ronfler veut dire qu'on respire mal? Ou en tout cas qu'on ne peut pas avoir une respiration optimale? Disons que c'est forcément un élément perturbateur, pas que pour soi d'ailleurs. Oui, non, pas que pour soi aussi. Ça peut être lié à la posture, ça peut être lié à ce manque de tonus au niveau du palais mou et de la langue qui va venir obstruer le conduit, à une respiration buccale peut-être un peu plus prégnante. Donc oui, il y a quelque chose à faire. Ouais. On ronfle tous un petit peu, c'est un peu normal, mais il y en a qui ronronnent, il y en a qui ronflent. Voilà, exactement. Il faut préciser quand même. Mais du coup, tu le sais bien, dans notre podcast, un des sujets prépondérants, c'est analyser la performance et voir ce qui entrave et ce qui améliore la performance d'une manière écologique, c'est-à-dire sans épuiser nos ressources naturelles biologiques. Mais la respiration, elle est absolument centrale pour être performant et atteindre le potentiel dont tu parlais au départ dans ta définition de la performance. En tout cas, elle devrait l'être. Je ne suis pas sûr que ça soit toujours considéré. Je suis sûr que c'est pas toujours considéré, même d'ailleurs. Mais il y a un levier incroyable. Il y a un levier à double sens. C'est qu'à la fois, l'observation de ma respiration va me donner une grille de lecture de mes états, qu'ils soient physiques, émotionnels ou mentaux. Donc si j'ai compris en réalité toute la possibilité ventilatoire qui est à ma disposition,
Encore une fois, dans l'amplitude, dans la zone qui respire, dans la vitesse, dans la fréquence, dans la régularité ou l'irrégularité. Je peux noter cette respiration chez moi ou chez quelqu'un d'autre et avoir une bonne image de ces états internes. Ouais, émotion et respiration sont totalement liés. Émotion, agitation mentale, posture, tout ce qui va se passer à l'interne aussi. Il y a des zones du cerveau particulières, le cortex singulaire antérieur ou l'insula par exemple, qui vont être en charge de ce qu'on appelle l'interoception. Et donc cette interoception m'informe sur les besoins d'ajustement pour retrouver l'équilibre ou l'homéostasie. Donc en fonction de ça, je vais ajuster inconsciemment, là pour le coup, je vais ajuster ma respiration, mais je pourrais le faire aussi consciemment en étant en observation de ce dont j'ai besoin. Donc la grille de lecture, c'est un élément important. Le deuxième élément, c'est que je peux entraîner ma physiologie, mon mental, mes émotions grâce à la respiration. Et là, dans cette recherche de performance, c'est vraiment très intéressant d'explorer la possibilité de créer des adaptations dans le corps ou dans le mental ou dans la partie émotionnelle en modifiant consciemment ma respiration. Tu as un exercice, par exemple, que tu pourrais partager à nos auditeurs auditrices Oui, alors, moi j'aime bien la partie physique. Donc je trouve assez amusant de faire des apnées. Voilà, par exemple. Voilà. Donc apnée, c'est pas anodin, ça veut dire suspendre la fonction prioritaire du corps. Et je peux faire des toutes petites apnées relativement confortables qui vont momentanément empêcher le corps d'avoir l'oxygène dont il a besoin et d'évacuer le CO2 dont il aimerait bien se défaire. Et donc ça, justement, ça va créer des adaptations. Donc si je suis sportif, par exemple, et que j'ai besoin de consommer de l'oxygène quand je fais mon sport, et que mes cellules musculaires ont besoin de l'oxygène quand on s'active, si de temps en temps, dans des petits entraînements, je cours ou je marche en faisant des petites apnées, après expiration, voilà, c'est poumon vide qu'on fait ça, c'est encore mieux, et je vais créer des adaptations à l'intérieur, et il y a fort à parier qu'à force d'entraînement et d'augmentation de la stimulation, je vais pouvoir tirer des bénéfices de cette pratique dans mon sport. C'est l'hormèse en fait. Oui, c'est exactement. Je crée un petit stress pour avoir une adaptation. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, bien respirer, pourquoi faire, pour quand et donc, comment je peux rétablir une fonction en fonction des besoins que j'en ai. Et on est quand même tous très proie à être tout le temps assis. Oui. On sait que c'est pas optimal pour la respiration. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment est-ce qu'on peut améliorer notre respiration en étant assis ? Déjà, la posture. On parlait de deux éléments prioritaires qui étaient le diaphragme et le périnée. Si on peut s'asseoir de manière à ce qu'ils soient en regard, les deux, dans la même verticalité. Pas avachis, donc. Voilà, dès l'instant où je vais m'arrondir sur ma chaise, où je vais arrondir mon dos, déjà je vais couper mon ventre en deux. Donc je vais mécaniquement empêcher mon diaphragme de faire son travail et de descendre pour inspirer. Parce qu'il y aura trop de résistance. Les organes, les viscères sont déjà empêchés dans leur mouvement par cette posture, et donc le diaphragme ne va pas pouvoir descendre et étirer les poumons. Résultat, je vais mécaniquement déplacer ma respiration dans la partie thoracique. Donc une posture plutôt droite. Si vous avez la possibilité de travailler debout, c'est encore mieux, avec une bonne hauteur d'écran, etc. Et puis ensuite, d'être toujours en capacité d'observer à quel moment la respiration quitte la partie nasale, à quel moment la respiration se suspend, parce qu'on est parfois en apnée quand on est absorbé dans une tâche, etc. Et puis rétablir le souffle. C'est intéressant de fonctionner par itération comme ça. Je m'observe en train de respirer différemment, j'ajuste. C'est tout simple en réalité. Oui. C'est juste, il faut y penser. Voilà, y penser, exactement. L'essai-erreur dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, bien sûr. C'est l'essai-erreur. Et en même temps, de prendre conscience que la façon dont on a de respirer va avoir un impact direct sur notre prise de décision, sur notre concentration, sur la mémorisation, sur la gestion du stress.
Et je pense que si on explique ça, on va être beaucoup plus nombreux à essayer à prendre conscience de la façon dont on respire. Oui, il y a des interactions permanentes avec les différentes zones du cerveau. Il faut bien comprendre que dans sa version autonome, le cerveau il est géré par une toute petite partie de notre bulbe rachidien, donc vraiment à la base du cerveau, qu'on appelle le centre respiratoire, qui reçoit de l'information de partout. De l'information sur les gaz du sang, de l'information sur les mouvements, de l'information sur les pressions intrapulmonaires par exemple, ou dans les artères au niveau de la tension artérielle. Donc sur la partie physique, j'ai énormément d'informations. Mais ensuite sur la partie émotionnelle, j'ai aussi un lien direct entre les zones du système limbique et mon centre respiratoire, ce qui fait que dès que j'ai une émotion particulière, elle se traduit dans une respiration particulière. Elle va se traduire aussi dans une posture particulière. Ça, c'est d'autres axes du cerveau. Dès que j'ai une pensée particulière, je vais aussi la vivre dans ma respiration. Donc finalement, cette fonction qui a l'air tellement simple parce qu'on la réalise de manière inconsciente depuis le début de notre vie. C'est d'ailleurs souvent la réaction que j'ai quand j'explique que j'ai une école de respiration. Les gens ont tendance à sourire. Ce que je comprends, on sait respirer, on respire tous plusieurs dizaines de milliers de fois par jour. Mais voilà, parfois on n'est pas conscient de tous ces impacts, de toutes ces modifications dans la journée et potentiellement de ces dérèglements. L'inconvénient de tout ça, c'est que même si on respire mal, on vit quand même. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est un inconvénient, c'est une chance aussi, mais on ne se rend pas forcément compte tout de suite de comment ça vient impacter l'ensemble de mes sphères. Et c'est souvent un petit peu plus tard que je fais des liens. C'est pour ça que je parlais d'essais-erreurs. Parfois, je m'aperçois que j'ai une douleur ou que j'ai quelque chose qui fonctionne moins bien. Et puis, je peux remonter. Alors, c'est pas tout le temps que la respiration qui est en cause, mais je peux aussi avoir ce regard et ces liens. C'est vrai. Ça, moi, j'aime bien poser cette question souvent. Est-ce que tu as respiré aujourd'hui vraiment? En général, on se dit « Ah, peut-être pas ». Peut-être pas, oui, c'est sûr. Il y a une notion que tu évoques souvent dans tes différentes prises de parole, sur les posts, sur les réseaux sociaux, etc. C'est la notion de tolérance au CO2. Est-ce que tu pourrais rapidement nous en parler et nous dire en quoi ça a un impact, etc. et comment il faut la développer? Oui. Ça, c'était une grande découverte quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet. J'ai lu pas mal d'ouvrages, d'études, et j'étais très inspiré par les travaux d'un médecin russe qui s'appelait Dr Bouteiko, qui était un des premiers à travailler vraiment sur cette notion, d'un point de vue scientifique moderne, d'accord, parce que sinon les yogis ne nous avaient pas attendus. Les yogis, avec le pranayama, faisaient déjà des rétentions longues ou des respirations particulières, comme la respiration carrée, où on manipule justement le CO2. Le dioxyde de carbone, donc, il est produit par les cellules quand elles respirent. Les cellules respirent en consommant de l'oxygène et puis du glucose, et puis tout ça est processé dans l'usine cellulaire qui est la mitochondrie, suivant des cycles assez complexes. Et puis on va fournir une molécule qui s'appelle l'ATP, qui est le transporteur de l'énergie, on va dire ça comme ça, et puis on produit de l'eau et du dioxyde de carbone. Ce dioxyde de carbone, on nous l'a toujours présenté comme étant un déchet de la respiration, ce qui est vrai, c'est un élément qu'il va falloir évacuer par l'expiration. En revanche, c'est intéressant de regarder aussi ce que ce CO2 produit dans le corps. Il y a certains scientifiques qui ont nommé ce CO2 hormone, tellement ça potentialise de fonctions dans le corps. Notamment la vasodilatation, la bronchodilatation et surtout la possibilité de diffuser l'oxygène depuis le sang vers les cellules. Donc ça veut dire que j'en ai quand même besoin de ce CO2. C'est pas juste un déchet. J'ai pas intérêt à systématiquement l'expirer en grande quantité. Mais ce CO2, c'est aussi notre premier signal respiratoire. C'est-à-dire que le cerveau, le centre respiratoire dont je parlais tout à l'heure, régule la quantité de CO2 dans le corps et donc ajuste la ventilation en fonction de ce qu'il peut tolérer.
Donc il y a une forme de seuil au-delà duquel le centre respiratoire se dit que le CO2 est en excès et donc il faut l'expirer. Ce seuil, il va dépendre des habitudes du centre respiratoire. Donc si j'ai l'habitude de respirer rapidement et donc d'avoir une très faible quantité de CO2 dans le sang, le centre respiratoire va considérer que ce seuil habituel est la norme. Et donc plus le seuil est bas, plus ma respiration est rapide, mais plus la respiration est rapide, moins j'ai de CO2, et donc plus le seuil va avoir tendance à se dégrader et ma respiration inconsciente à s'accélérer. Donc, ce que j'appelle la tolérance au CO2, enfin, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, hein, c'est un terme physiologique, mais ça veut dire, est-ce qu'on peut se réhabituer à mieux tolérer le CO2 dans les normes physiologiques, hein, parce que ce qu'on observe, c'est que on s'est déshabitué et que notre seuil de déclenchement de la respiration est devenu beaucoup plus bas, ce qui explique que notre respiration est beaucoup plus superficielle et rapide. Donc, est-ce que je peux réentraîner mon centre respiratoire à accepter des conditions de CO2 physiologiques, dans des pressions partielles, on appelle ça comme ça, de CO2 physiologiques, pour que l'ensemble du système fonctionne correctement. D'où tes apnées. D'où les apnées. Voilà. Ah, moi, je pensais que c'était plutôt néfaste de faire des apnées, mais en fait, non, c'est ce phénomène de l'hormèse. Voilà. Okay. Donc après, il y a des conditions pour faire ces apnées. Il faut que ça soit des apnées relativement confortables, pas trop difficiles, parce que retenir son souffle et lutter contre l'envie de respirer, ça déclenche d'autres phénomènes au niveau mental. C'est quand même épuisant. C'est une fonction fondamentale. Et puis ensuite, je peux aller, pour le sportif, qui est en recherche de contrôle ventilatoire pendant son effort, là, je peux aller travailler vraiment, non plus le seuil de tolérance, mais la tolérance elle-même. Donc là, je peux aller chercher vraiment des apnées un petit peu plus longues pour créer des adaptations qui vont être encore un petit peu plus puissantes et servir mon besoin de performance, qui vont être directement transférables dans ma discipline. Est-ce que les sportifs, justement, parce que tu parles des sportifs, est-ce que les sportifs ont, parmi leurs coachs, des coachs en respiration? Est-ce que ça serait pas... Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est courant ou pas. C'est en train de se mettre en place. J'observe que le mouvement commence à prendre. Les sportifs compétiteurs sont toujours curieux. On est tous en recherche de l'élément qui va créer la petite adaptation complémentaire qui va nous rendre plus forts. Donc c'est en train de venir. Vous avez des sportifs dans toutes les disciplines qui parlent aujourd'hui de la respiration, et c'est génial. C'était pas le cas il y a encore 4-5 ans. Il y a eu toute une vague dans les années 70-80 autour des Jeux de Mexico. Mexico, 1968, ça a été vraiment un tournant dans tous ces aspects-là, parce que pour la première fois, on faisait des Jeux en altitude. Donc, dans un environnement avec une pression partielle en oxygène plus basse. Et là, tous les coachs se sont posés des questions sur comment rester performant malgré, pour faire un raccourci, le manque d'oxygène ambiant. Et donc, on a commencé à s'entraîner en altitude et à mettre en place aussi des apnées pendant l'effort. Et on sait aujourd'hui que ces recherches un peu empiriques, parfois étaient erronées. Et ça fait partie des choses que j'ai fait, moi, dans les années 80-90. Je nageais, par exemple, en retenant mon souffle avec plein d'air dans mes poumons. Et on appelait ça faire de l'hypoxie. Alors, en réalité, c'était pas du tout, j'avais pas du tout un manque d'oxygène. J'avais un trop plein de CO2, oui, ça c'est sûr, mais j'allais pas vraiment dans les filières que je voulais travailler, parce qu'intuitivement, je m'étais trompé. Voilà, maintenant, aujourd'hui, la science progresse, on est capable de mesurer tout un tas de paramètres et d'affiner nos stratégies. Mais la manipulation du souffle, oui, ça a été une recherche importante, parce que finalement, dans l'effort, la perte du contrôle respiratoire, c'est déjà annonciateur de la baisse de la performance. Bien sûr. Et ça me fait penser à la méthode Wim Hof, le fait de rester en apnée, etc. C'est une méthode qu'on nous a, nous, enseignée pendant nos études avec Mélanie. Tu penses quoi de cette méthode J'étais un des premiers instructeurs en France de cette méthode. Donc ça fait quoi, 10 ans. On peut peut-être l'expliquer d'ailleurs, du coup. Oui, donc Wim Hof, déjà, faut lui rendre une partie de cette lumière mise sur la respiration depuis une dizaine d'années. C'est clair que sa pratique est très spectaculaire. C'est des grandes ventilations pendant 2 à 3 minutes. Et à la suite de ces grandes ventilations, on va partir dans une apnée après expiration passive.
Et on s'aperçoit que l'apnée est en général très confortable. Alors elle peut surprendre au début parce qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'arrêter son souffle, mais elle est très confortable et surtout elle peut durer longtemps. Paradoxalement, on n'a pas d'air dans les poumons, donc on ne s'attend pas forcément à ce type de confort. Et puis il y a tout un tas d'autres phénomènes qui se produisent dans le corps qui sont, là encore, des conséquences de la ventilation intense qu'on a mis en place auparavant. Donc cette respiration, elle est particulière, mais comme toutes les méthodes, elle n'est pas pour tout le monde tout le temps. Donc c'est intéressant de bien comprendre ce qu'elle produit, c'est bien intéressant de bien comprendre dans quel cadre je peux l'utiliser. Et d'ailleurs, je tire encore mon chapeau à Wim Hof parce que ça a été... lui aussi, il a eu que d'obsession de légitimer sa pratique, et donc il est allé voir les laboratoires scientifiques pour essayer de les convaincre d'étudier ce qu'il faisait de manière intuitive. Il n'a pas inventé la technique, c'est des choses qu'il a extrait des traditions, encore une fois. Mais de manière à mieux comprendre ce qui se passait vraiment à l'intérieur du corps, dans le cerveau, et du coup d'en déduire pour qui, pourquoi et quand, c'était vraiment intéressant. On disait en introduction du podcast donc, que tu as créé la Breathing Academy. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer cette école, et peut-être quelle est la philosophie derrière elle? Ça a commencé par le livre que tu mentionnais tout à l'heure, donc la respiration. J'avais toujours voulu écrire. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, grâce à Wim Hof, la première fois que j'ai fait cette pratique, les sensations déclenchées m'ont invité à essayer de comprendre ce qui se passait. Et puis, j'ai tiré la pelote de laine, et je la tire toujours. Et du coup, les connaissances que j'avais acquises m'ont donné envie de les transmettre par la voie de l'écriture. Et comme mon premier métier, c'était prof de physique-chimie, je me suis quand même rappelé que ma fibre, c'était vraiment de partager avec des humains en présence. Et donc, j'ai élaboré une petite formation de 4 jours dans l'idée, et ça c'est la vraie mission de l'école, d'apporter de la compréhension. La compréhension, pourquoi ? La compréhension, c'est avoir une connaissance du fonctionnement de son corps. Et une fois qu'on a cette connaissance, on peut agir, ajuster au quotidien pour respecter cette physiologie et tenter d'être en bonne santé, avant même d'être performant. Mais si j'ai pas la connaissance, si j'ai pas la compréhension, je vais certainement faire des erreurs inconscientes. Je sais bien que je dois bien manger, que je dois bouger, que je dois m'étirer, que je dois bien m'hydrater, que je dois bien dormir. Si on le sait pas, on sait pas forcément pourquoi. Et souvent, c'est ce pourquoi qui manque pour motiver le changement. Et si malgré tout, je décide de ne pas faire tout ça, ou d'avoir des comportements qui sont contraires à ces principes de santé, parce que j'ai la connaissance, je les fais en conscience. Mais je ne peux pas dire je ne savais pas. Donc ça a été vraiment cette mission-là de compréhension. Et puis ensuite, l'école, elle a été créée pour former avant tout des professionnels. C'est-à-dire qu'on forme des professionnels de santé, des thérapeutes, des coachs sportifs, des professeurs de yoga, de pilates. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit, si nous on travaille avec des particuliers, ça va être un petit peu plus long en termes d'impact que si on forme des professionnels qui eux-mêmes voient 8, 10, 12 personnes par jour et qui peuvent agréger leurs compétences existantes avec cet outil respiration, et puis finalement contribuer à peut-être avoir de meilleurs résultats, parce que en plus de proposer leur approche, ils vont aider la personne à retrouver une respiration plus fonctionnelle et plus juste. Quelle est la philosophie globale de la Breathing Academy ? Alors la philosophie globale, y a un élément fondamental pour nous, c'est la science et l'expérimentation. C'est-à-dire que tout ce qu'on partage pendant les formations, les différents niveaux de formation qu'on a, on essaye le plus possible d'avoir des éléments factuels, scientifiques, qui démontrent. Mais en même temps,
on souhaite aussi que les gens qui viennent se former avec nous expérimentent, vivent de l'intérieur, confirment par les sensations et le ressenti. Et en même temps, progressent aussi sur la partie respiratoire, parce qu'il y a un troisième pilier pour nous, c'est la congruence. C'est-à-dire que les gens qui viennent se former chez nous et qui vont proposer la respiration, proposer des ajustements ou des exercices ou des éducatifs à leurs clients patients, on souhaite qu'ils sachent les faire, les démontrer, les vivre. Donc ça suppose, quand on s'engage dans la formation à l'école, d'être aussi pratiquant de la respiration. Donc c'est pas qu'une formation théorique où on donnerait finalement un contenu imprimé. On vient aussi travailler son souffle, améliorer sa respiration, apprendre à s'en servir et apprendre à démontrer. Parce que dans le système d'apprentissage, si moi-même je me suis heurté à des difficultés et que j'ai appris à les résoudre, je vais savoir reconnaître les difficultés chez la personne que j'accompagne et je vais pouvoir lui donner des clés pour les dépasser. En tant qu'ancien triathlète, donc tu as expérimenté la respiration dans l'effort extrême. Est-ce que tu utilisais déjà consciemment, tu nous en parlais un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que tu utilisais déjà consciemment certaines techniques? Et si oui, par exemple, lesquelles? Et est-ce que cette expérience t'a appris quelque chose en particulier sur le lien entre le souffle, le contrôle et le lâcher-prise? Malheureusement pas assez, en réalité. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on bidouillait un peu des petites choses, quoi. Mais on n'avait pas de recul, pour le coup. Et puis après cette phase de triathlon, j'ai aussi fait 15 ans d'arts martiaux, où l'injonction de respirer en coordination avec les mouvements est très présente. Mais jamais on m'a expliqué ce que c'était que la respiration. Et puis j'ai fait 15 ans de yoga derrière, avec différents styles. Et puis là, on guide un peu la respiration, etc. Mais très peu d'enseignants. Et c'est pas du tout une offense par rapport à ces enseignants, parce que je m'aperçois que c'est tellement complexe aujourd'hui que à la fois je suis heureux dans mon parcours de pouvoir m'y dédier à cette respiration, et je comprends qu'en fait ça soit un élément complexe à appréhender dans sa globalité pour enseigner une discipline. Donc non, pas assez. Je reprends le chemin du sport de compétition juste pas pour la performance, mais pour justement la mise en pratique de ce que je sais aujourd'hui, avec une notion qui est nouvelle pour moi, c'est justement cette sensibilisation à cette écologie de la performance dont vous parlez, certainement due à mes 53 ans. Je me dis là, il faut que je fasse les choses de manière vertueuse, sans m'abîmer, donc chercher à trouver les adaptations justes, sans forcément aller trop loin, ce qui n'était pas mon mode préférentiel jusque-là, que ce soit dans le travail ou dans le sport d'ailleurs. Et donc j'apprends, c'est pour ça que je disais essai-erreur, je me trompe beaucoup, mais j'essaye de corriger en permanence, et en même temps, tout ce que je vis, j'expérimente, j'essaie de tout de suite le transférer. J'ai cette obsession de me dire « Ah oui, ça c'est génial, comment je pourrais le transférer ?» Voilà. C'est super. Mais aussi par rapport à ce que tu dis, je me dis que quand on commence un sport, en plus d'avoir entre guillemets les règles du jeu, pour parler comme un peu vulgairement, il devrait y avoir aussi comment bien respirer pour ce sport. Et les premières séances, ça devrait être ça en fait. Pour ce sport spécifique, on va apprendre à respirer. Et en plus de savoir quelles sont les manœuvres, les techniques en fonction, je sais pas, ça pourrait être... Ah oui, bien sûr. Comment utiliser le souffle pour coordonner le mouvement, pour bien vivre le sport, notamment si je me mets au sport. Le système n'est pas prêt, le système physiologique n'est pas prêt à être en mouvement si j'ai jamais fait de mouvement, et je vais donc très vite être en détresse respiratoire, qui va me procurer une expérience pas très sympathique de l'effort. Et très souvent, je vais abandonner parce que j'arrive pas à caler mon souffle et à vivre cet effort de manière plaisante, alors qu'avec quelques clés, je peux progresser plus gentiment. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu sais pourquoi certaines personnes ont un rythme cardiaque plus bas initialement et d'autres plus haut? Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi travailler via les exercices respiratoires? Est-ce qu'on peut avoir un impact via la respiration sur son rythme cardiaque? Ah oui, il y a une relation directe entre
la respiration et le rythme cardiaque. Ne serait-ce que sur les 2 phases principales que sont l'inspire et l'expire. Une inspiration va plutôt créer une augmentation du rythme cardiaque, une expiration plutôt un ralentissement du rythme cardiaque. Donc je peux assez facilement manipuler, dans certaines limites, le rythme cardiaque, retrouver un rythme cardiaque apaisé rapidement, notamment en me centrant sur l'expiration. Après, le rythme cardiaque, il est aussi lié à énormément de phénomènes physiologiques, de l'interne, s'agissant du sportif, de sa condition, de son besoin d'oxygène et donc de la capacité au système vasculaire à distribuer l'oxygène. Donc, c'est pas que le souffle, mais en tout cas le rythme respiratoire, la pression intrapulmonaire va influencer ce rythme. Parce qu'on dit souvent que les sportifs, quand on a été sportif de haut niveau et puis assez jeune, on a commencé le sport assez jeune, etc., on a plutôt un rythme cardiaque bas, une tension basse d'ailleurs, par rapport aux gens qui font moins de sport. Oui, parce que j'ai travaillé tout un tas de systèmes adaptatifs qui consistent à apporter l'oxygène aux cellules. Le cœur est un muscle, je l'ai entraîné, donc il est plus efficient. Le réseau vasculaire est adaptable aussi, il va être plus efficient. Mes cellules musculaires vont être en capacité aussi de consommer l'oxygène de manière raisonnée au repos. Donc j'ai moins besoin de distribuer, donc j'ai moins besoin d'accélérer. Et je peux avoir un battement plus lent. Et mais c'est c'est une vrai condition. que, je sais pas si, je pense que c'est un mythe, mais est-ce qu'on est avec un capital de nombre de battements du cœur et en fait, Je après, ça rêverais de trouver s'arrête? ça. On parle de battement du cœur, on parle du nombre de respirations aussi. Ouais. Euh, C'est le nœud sinusal qui se construit au notamment, tout ouais, début notamment. du fœtus. Ouais. Et puis j'apprenais ce matin en interviewant un médecin qui avait toute une prédisposition des télomères au niveau de l'ADN qui définit une longévité potentielle, voilà, qui se retourne des 120 ans. Ce qu'on retrouve dans la médecine chinoise ça d'ailleurs. oui, sur les télomères, mais ça n'a pas un lien direct avec la Non, non, respiration. non, Ah d'accord, parce que là j'allais dire si les télomères ont un lien direct avec la respiration, à un moment alors donné, là, il va falloir d'une quand même certaine faire façon. des liens Oui, avec bien sûr. l'ADN bien et sûr, puis mais les mitochondries. Il y a forcément des liens aussi qu'on pourrait explorer, mais ceux-là, je ne les connais pas encore. On a évoqué différents types de respiration, etc. Est-ce que il y en a une qui est un peu, je sais pas, peut-être ta respiration chouchou, celle dont tu parles régulièrement, que tu essayes d'évangéliser davantage par rapport à d'autres? Alors, il n'y a pas une technique, pour le coup. Il y a plein de méthodes qu'on pratique tout le temps. Mais je m'aperçois que ce qui me guide le plus toute la journée, c'est juste prendre conscience de la respiration. Et je le fais d'une manière particulière, donc ça peut être à n'importe quel moment, dans ma voiture, en scooter ou quand je travaille. Je reviens au souffle en cherchant la sensation de l'air au niveau de mes narines. Et j'essaye comme ça d'observer le contact de l'air au niveau de l'entrée du nez et j'accompagne le trajet de l'air dans mes voies aériennes le plus loin possible. Jusqu'où je peux être en sensation de l'air qui rentre dans mon appareil respiratoire via la cavité nasale, via la trachée, via les bronches. Et ça me ramène, en réalité, ça me recentre. Et en même temps, j'observe la partie de moi qui respire et à quel rythme et dans quelle profondeur. Ça me fait penser à la sophrologie. Oui, c'est une forme d'ancrage corporel grâce à cette respiration. Moi, j'ai une activité interne trop intense qui me sort parfois même d'une discussion et je pars dans mon truc et mon amoureuse qui parfois s'arrête, elle me regarde, elle observe que je suis en train de penser, je discute vraiment à l'intérieur, j'ai parfois même l'impression de lui parler à haute voix, mais c'est que interne. Et voilà, et donc je suis parti, et donc c'est une manière pour moi de revenir. Alors, est-ce que le travail du souffle, il s'aborde de la même manière selon les profils alors les besoins, on l'a vu, mais selon les profils de personnes? Je sais pas, quelqu'un d'anxieux on va retrouver dans l'expression du souffle de la personne, en fonction de son état, j'allais dire préférentiel, mais général. Voilà, si je suis plutôt anxieux, je suis plutôt
joyeux, si je suis plutôt rigide dans mon corps, si je suis plutôt souple, j'ai pas forcément les mêmes expressions de ma ventilation, et donc je vais pas travailler les mêmes choses. On passe énormément de temps sur la partie ventilatoire, à redonner ce potentiel ventilatoire. Quelles sont les zones qui sont mobiles? Quelles sont les zones qui ne bougent plus? Quelles sont les zones qui sont inaccessibles parfois? La personne n'arrive pas à conscientiser tel et tel mouvement respiratoire, donc il faut proposer des éducatifs pour retrouver ce chemin. Encore une fois, ce potentiel respiratoire, c'est pas forcément quelque chose dont je vais me servir tous les jours, mais il y a un moment de ma vie où je vais peut-être en avoir besoin. Et si je ne l'ai pas sollicité assez, je n'y aurai pas accès. Voilà, c'est un entraînement, en fait. Voilà, et en plus, les études montrent que le vieillissement nous fait de manière inexorable, enfin pas inexorable parce qu'on peut toujours ralentir la baisse, mais il y a forcément des vieillissements de tissus, de structures qui de toute façon vont péjorer notre potentiel respiratoire parce que les poumons vont devenir moins élastiques, parce que le gris costal va devenir moins mobile, parce que les muscles vont perdre de la force, ça c'est une réalité. Donc je peux simplement ralentir cet effet. Mais à un moment donné, bon, il faut que je sois aussi... je vais être confronté à ces aspects-là. Mais en travaillant le souffle, je vais pouvoir quand même profiter de cette possibilité le plus longtemps possible. Par rapport à tout ce que tu dis depuis le début, on comprend bien que d'un point de vue physiologique, on a toutes les armes normalement et on ne devrait même pas se poser la question. Mais les choses de la vie ont fait, le monde dans lequel on est aujourd'hui, font qu'on ne sait plus faire. Est-ce que réapprendre à respirer correctement, se reconnecter à sa respiration, c'est un signe de résistance face à l'époque dans laquelle on est aujourd'hui? Oui, c'est en tout cas s'équiper d'un élément fondamental. Parce que je peux vraiment... en agissant sur le souffle, en décidant du schéma respiratoire dont j'ai besoin, et c'est souvent un schéma où je vais chercher à ralentir mon souffle, à accentuer l'expiration, à l'amener vraiment bien dans le ventre, entre guillemets, c'est-à-dire grâce au diaphragme, que je vais ralentir. Il y a toujours des gens qui ont besoin d'accélérer dans notre monde, mais on est plutôt tous en accélération permanente et avoir besoin de zones de ralentissement. Et donc, ça c'est déjà un élément primordial. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, en fonction de mes activités, de mes besoins, etc., voilà, je peux aussi travailler le souffle différemment. Ce qui est fou, c'est qu'il y a quand même des professions dans lesquelles la respiration est un outil indéniable, essentiel. Je pense aux chanteurs, par exemple, les grands sportifs, évidemment. Mais je sais que, alors moi je fais pas de chant, mais je sais que c'est absolument crucial de savoir gérer sa respiration quand on chante, et encore plus pour les chanteurs d'opéra, il me semble. Il y a les danseurs aussi, pour qui c'est oui, alors pour le coup, ces professions-là important. Travaillent sur le souffle. C'est vrai que les chanteurs ont une tradition les acteurs aussi. Les acteurs, de conscience, de la projection de la voix... et d'utilisation du souffle. Après, il reste à savoir comment on rétablit ces fonctions et comment on optimise cette performance respiratoire. Mais il y a toujours moyen d'aller travailler cette zone. Moi, je me suis beaucoup inspiré de l'apnée. Alors, c'est paradoxal, mais dans l'apnée, on respire pas. Mais pour autant, on respire avant, et on doit bien respirer avant pour bien remplir les poumons, pour pouvoir durer longtemps sous l'eau. Et puis surtout, on est... en lutte permanente contre cette envie de respirer. Donc on a une connaissance fine des mécanismes, des échanges gazeux, etc., qui donnent aussi un aperçu du potentiel intéressant. Et est-ce qu'on peut juste expliquer le lien direct qu'il y a entre la respiration, donc l'apport d'oxygène, au cerveau, et comment cognitivement on ne peut pas fonctionner si on n'a pas une respiration qui est optimale à un moment donné, ou en tout cas, comment est-ce qu'on baisse notre cognition en ne respirant pas de façon optimale? Alors, il y a deux éléments. C'est intéressant parce qu'à chaque fois, je ne les ai pas encore exposés aujourd'hui, enfin tout de suite là, mais on a trois piliers en fait dans la manière d'observer la respiration. J'ai parlé beaucoup de ventilation, donc c'est l'élément mécanique qui me permet d'amener l'air dans les poumons et d'expirer. Donc ça, c'est vraiment purement mécanique, mais c'est déjà tellement important avec tous les liens qu'on a mentionnés sur les organes, etc. Ensuite, il y a un élément biochimique. On a un petit peu parlé avec le CO2. Et là, quand tu parles de l'oxygène du cerveau, on est là-dedans. Ça veut dire que si ma respiration est trop rapide, paradoxalement, en respirant beaucoup,
j'apporte pas forcément beaucoup d'oxygène au cerveau. Voilà, des études qui, avec de l'imagerie, des IRM, montrent que 1 minute d'hyperventilation réduit de 40% l'oxygène qui va arriver dans mon cerveau. Donc ça veut dire que ralentir mon souffle, le rendre surtout profond, c'est-à-dire travailler avec le diaphragme pour alimenter en oxygène et en air les zones basses de mes poumons où la densité alvéolaire est importante, c'est un élément primordial. Mais ensuite, il y a le troisième pilier qui est le lien avec le système nerveux autonome. Si ma respiration est rapide, superficielle, je vais plutôt avoir une tendance à activer ma voie sympathique qui, dans certains extrêmes, peut être la voie du fight or flight, du combat ou de la fuite. Et donc, les zones de mon cerveau qui vont être en prise vont plutôt être les zones réflexes des schémas qui vont se présenter et pas forcément les zones corticales, préfrontales, qui vont me permettre de penser, de résoudre, d'observer, de contrôler, d'imaginer, de créer. Et donc, c'est forcément, dans mon quotidien de travail, c'est pour mon cortex que je suis rémunéré, en partie. Et donc, c'est important de pouvoir ajuster la respiration, mais aussi mon interaction avec l'environnement et le stress pour avoir accès à cette zone du cerveau. Et le lien aussi avec le nerf vague. Oui, un nerf vague qui est le grand... je sais pas comment on pourrait il fait tellement de choses. C'est vrai. Le grand freinateur, le grand harmonisateur du système. Oui, et puis c'est le lien entre le cerveau et le système digestif aussi. Aussi, système digestif, mais il va aussi dans le système pulmonaire, cardiaque, sur le diaphragme, dans la gorge, dans le nez. Il informe beaucoup le cerveau, il est très afférent, c'est-à-dire qu'il prend l'information, il informe le cerveau pour que les choses se mettent en place. Et il a ce rôle de régulation. Voilà. Et c'est vrai que la ventilation, notamment la ventilation diaphragmatique, abdominale, va activer cette partie-là et nous permettre d'ajuster nos états sur le plan du système nerveux. Donc on l'a vu, je crois, on est conscient maintenant que la respiration, ça fait partie au même titre que l'alimentation, le sommeil, l'activité sportive, ça fait partie du socle de la santé. C'est vraiment, je dirais même, c'est le premier. En tout cas, la respiration optimale. Attention, c'est pas la respiration justement dont on n'a pas conscience et qui est saccadée, etc. Oui. Voilà, qui est automatique. Toi, qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie au quotidien en termes de performance, d'avoir cette pleine conscience de la respiration et des outils pour bien respirer? Je dirais une régulation. Pour moi, c'est surtout ça. J'ai tendance à l'hyperaction. Je suis, comme je disais tout à l'heure, hyperactif physiquement, mais aussi dans mes pensées. Et le souffle est un refuge. Donc, quand le matin, je fais quelques étirements ventilatoires, ou quand je vais aller faire un peu de sport avec la conscience du souffle, c'est une manière pour moi d'apaiser tout un système et m'apporter un peu de paix. Voilà, j'aimerais le faire plus, mais je sais que j'ai un outil facile pour me réfugier et tenter de ralentir. Voilà, je dis tenter parce que je suis vraiment dans l'essai-erreur, j'ai du mal à ralentir, mais je sais que cet outil-là, il est le plus facilement activable. Les étirements respiratoires, c'est-à-dire que tu fais des étirements en respirant, ou alors c'est le fait de respirer avec les 3 étages? Non, je vais vraiment travailler spécifiquement toute la partie ventilatoire pour entretenir ce potentiel dont je parlais. Donc c'est vraiment purement des exercices de respiration. Oui, mais de mobilité respiratoire pour entretenir mes structures, la capacité de mon diaphragme, etc. Et m'assurer que je démarre ma journée avec un accès juste à mon potentiel respiratoire. T'arrives à faire ça tous les matins? Oui, je m'y efforce. Parfois, je fais que 10 minutes, parfois, je fais 15-20. Et quand je le fais pas pour moi le matin, je me suis aperçu cette semaine que je l'ai fait 3 fois avec des patients, donc c'est top. Oui. Parce que du coup, je pratique quand même pour moi. Et j'essaye de garder cet apport, vraiment.
On avance doucement vers la fin de l'épisode, malheureusement. Mais peut-être pour dézoomer un petit peu, on peut se poser la question, dans l'époque dans laquelle on est, avec un air particulièrement pollué, etc., est-ce que cet environnement pollué a un impact? Alors, il a un impact bien sûr, mais à quel point ça impacte notre respiration, indépendamment de l'aspect technique de la respiration, à quel point ça impacte notre respiration globale? Peut-être les organes de la respiration aussi. Oui, ça les impacte. Alors là, je vais rendre hommage à mon amoureuse, à Géraldine, parce qu'on travaille ensemble. J'aurais pu lui rendre hommage sur la partie digestive que j'expliquais tout à l'heure, parce qu'elle est diététicienne, nutritionniste, et ça va faire 5 ans que l'école est créée, et ça va faire 5 ans qu'elle me tire la manche pour m'emmener dans la sphère digestive, qui était vraiment une zone un peu inconnue de moi, et grâce à elle, j'ai vraiment compris tous ces liens. Pour la santé respiratoire et la qualité de l'air, c'est l'autre manche qu'elle tire. Et grâce au podcast qu'on a, elle nous a fait rencontrer un spécialiste, Bruno Tudal, qui on a enregistré un épisode, et il nous a parlé en fait de tous les différents aspects qui viennent affecter la qualité de l'air. Lui, il a un titre de conférence qui est « Respirer peut nuire à votre santé ». Je trouve ça génial, parce qu'en fait, il montre que n'importe quel recoin, n'importe quelle poussière, pièce humide, tapis, couette, rideau, canapé, est source en réalité de pollution de l'air ambiant. Bien sûr, on parle de l'air extérieur avec les usines, avec la pollution atmosphérique, mais dans nos intérieurs, il y a énormément de zones à risque réellement. Et lui, son métier, c'est d'aller chez les gens qui ont des pathologies sévères, chroniques, pour identifier les éléments de leur intérieur qui entretiennent, voire installent la pathologie, surtout sur le plan respiratoire. Et donc de nettoyer, de rendre plus vertueux l'intérieur pour la partie respiratoire. Donc oui, c'est en théorie un élément de précaution et de vigilance. Je parlais tout à l'heure du CO2 aussi, je parlais ça dans la chambre, mais dans le lieu où on donne les formations, on a des capteurs de CO2, parce que dans une pièce, quand vous mettez 15-20 personnes pendant des heures et des heures, votre quantité de CO2 augmente. Et le CO2, c'est une hormone, comme je disais tout à l'heure, c'est vertueux dans le corps, mais dans certaines proportions. Au bout d'un moment, ça devient un élément d'excitation qui va justement péjorer les fonctions cognitives et péjorer la fonction ventilatoire, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Donc c'est toujours une question de proportion, et c'est toujours une question de comprendre et d'être conscient. Et donc ventiler régulièrement une pièce dans laquelle vous avez une réunion, c'est juste essentiel. On n'a pas idée de la rapidité à laquelle le CO2 dépasse la norme acceptable pour la santé, mais c'est une demi-heure, 45 minutes, à 15 personnes dans une grande pièce de 70 mètres carrés. C'est juste incroyable. Attends, les salles de classe, les salles de classe, les trains. Géraldine a contacté une société au Danemark, je crois, qui développe un petit dispositif qui s'appelle Birdie, qui est un petit oiseau sympa, un petit canari, qui est tout droit sur son perchoir quand tout va bien, et puis qui passe la tête en bas dès que le CO2 dépasse les normes, et c'est hyper rapide. Donc c'est des choses auxquelles j'étais absolument pas sensible, et qu'aujourd'hui on prend très très sérieusement. Et attends, tu as parlé de capteurs de CO2, c'est-à-dire ? Des éléments qui vont mesurer la quantité de CO2 dans ton air, dans l'air ambiant. Ah d'accord, ils mesurent, mais ils captent pas, ils vont pas prendre le CO2. Oui d'accord, un capteur qui prend la... Oui d'accord. Non, parce que là je me dis, wow, ok, il faut installer ça partout. Il y a un nouveau business à faire. Justement, cette marque en question, comme quoi sur certains aspects les Scandinaves sont en avance, mais équipe avec les salles de classe. Mais c'est magnifique. Les écoles. C'est très Parce inspirant. que ça joue sur la cognition, sur l'attention, la concentration. Et c'est un élément tellement simple à réguler finalement. Je pense vraiment aux salles de classe là, vraiment. Est-ce que d'après toi, il n'y aurait pas une écologie du souffle à cultiver tous ensemble finalement ? Ça serait quoi l'écologie du souffle ? Si tous on sait respirer de façon optimale, est-ce qu'on préserve notre environnement en fait ?
On préserverait tellement d'autres choses. On préserverait nos relations, on préserverait notre communication, on préserverait notre santé, on préserverait notre système de santé, on préserverait tellement de choses. Donc oui, je pense qu'il y a forcément un aspect primordial. Je ne vais pas te dire le contraire, c'est ce qui m'anime tous les jours, à réadapter ou à réexplorer cette fonction. Parce que nous, notre petit jeu avec Géraldine, c'est d'observer les gens respirer. Et quand on est dans des lieux publics, là on est là à Paris aujourd'hui, c'est un laboratoire exceptionnel. Les gens dans le métro, les gens en marchant, les gens au restaurant, ou les gens au sport, on était nager ce midi. C'est voilà, à chaque fois une possibilité d'intervenir pour aider, pour faire mieux. Voilà. Mais il y a tellement d'autres choses sur lesquelles les gens travaillent aussi. Mais oui, il y a une prise de conscience qui devrait être intéressante. C'est notre première alimentation, finalement, la respiration. Exact. Et donc, si tu avais une seule chose que tu voudrais que les gens retiennent suite à cet entretien, quelle serait-elle ? Il y avait beaucoup de choses. Une seule. Une seule chose. S'interroger sur son propre corps. S'interroger sur le fonctionnement de son propre corps. Moi, j'ai mis la focale sur la fonction respiratoire, mais il y a plein d'autres professionnels qui mettent des focales sur d'autres choses. L'idée, c'est vraiment de comprendre comment ça fonctionne et puis de pouvoir décider de manière éclairée. Super mot de la fin. Magnifique. Merci beaucoup. Merci à vous. Et c'était passionnant. Et surtout, merci pour ta passion à toi. Parce que on la ressent réellement, donc c'est très agréable. Merci beaucoup. Voilà. Et du coup, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Allez, super. Merci d'avoir écouté The Human Hack. Si cet épisode vous a inspiré, faites-le savoir. Une note, un commentaire ou un partage sur votre plateforme de podcast préférée, c'est la meilleure façon de soutenir notre mission et de faire voyager nos idées. Ensemble, faisons grandir cette communauté. Pour aller plus loin, inscrivez-vous à notre newsletter sur le site thehumanhack.com. Vous y trouverez toutes les ressources mentionnées dans l'épisode, des contenus exclusifs et de quoi nourrir votre réflexion. Envie d'échanger avec nous ? Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et LinkedIn. Partagez cet épisode avec votre entourage, vos amis, vos collègues ou toute personne qui pourrait avoir besoin de ce petit hack dans sa vie. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et surtout, unlock your powers.